Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme chaque week-end, on va faire le point ensemble sur les marchés, sur les matières premières, pair euro, dollar, et derrière les actions qu'il faut avoir en ligne de compte. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette semaine? Alors, je vais titrer aux portes du krach boursier, pas parce que je le pense, mais parce que vous le voyez très bien, il suffit qu'on baisse de 2-3% et tout de suite ça s'affole. Ce qu'il faut, et ce que j'aimerais, c'est qu'on relativise également, de savoir de là où on vient, c'est-à-dire que même avec la baisse qu'on avait hier, voilà, on était revenu à là où on était à fin mai, donc en effet ça peut paraître beaucoup, etc. Mais il faut savoir d'où on vient également depuis novembre ou depuis le début de l'année. On est quand même sur un CAC 40, le CAC 40 à plus 20%, c'est pas de la biotech, c'est pas de la valeur technologique, etc. Donc évidemment, si on est en bourse depuis 1 an ou 2 ans, on se dit c'est plus 1%, les trucs qui montent en ligne droite et tout, c'est normal. Mais si on est en bourse depuis plus longtemps que avant le Covid et même avant 2019, voilà, plus 20% sur un semestre, c'est exceptionnel, surtout sur des grosses caps, et vous avez la plupart des valeurs du luxe qui sont surpondérées sur le CAC 40, qui sont en train de tirer en mode exponentiel. Donc la première chose à se dire lorsqu'on est en face de ça, c'est qu'on ne tue pas un marché haussier aussi facilement que ça, on ne le retourne pas à la baisse comme une crêpe, sauf quand je le dis souvent, météorite qui vous tombe sur le coin de la figure, ou Covid bien entendu. Mais voilà, il faut un signe noir pour qu'il y ait vraiment un renversement d'un coup. Ce que vous pouvez avoir, c'est de la volatilité, c'est du manque de contrepartie dans les carnets d'ordre, c'est ce qu'on a commencé à avoir mercredi et jeudi notamment, et là voilà, vous pouvez creuser. Mais ce qu'il faut constater, c'est qu'on reste dans un marché qui reste avec des liquidités abondantes, où les gérants, oui, potentiellement, ils sont en train de sortir de quelques positions pour récupérer des liquidités, pour sécuriser une part de leur profit, pour pas être couillons et reperdre ce qu'ils ont gagné ces 6 derniers mois sur la fin de l'année, mais ce n'est pas des mouvements de masse, donc on est là un petit peu à la marge, juste pour récupérer une marge de manœuvre avec des liquidités, et pour pouvoir derrière éventuellement saisir des opportunités. Et saisir des opportunités, ça veut dire qu'il faut bien se dire que dans le marché actuel dans lequel on est, même si le marché, on le voit, il est nerveux, et ça manque de contrepartie, on voit qu'on appuie sur le bouton vendre pour un rien. Vous le voyez également, moi ce que j'adore, c'est quand vous avez les analystes qui vous expliquent un jour les raisons de la baisse, et le lendemain, c'est les mêmes raisons, mais pour expliquer la hausse. Donc, ce qu'il faut, c'est éviter, en ce moment, je vous avais dit, on rentre dans un marché très certainement qui va zigzaguer. Les premières étapes peuvent se faire avec de la volatilité, mais on va certainement zigzaguer, en fait, construire de la figure, c'est-à-dire souffler, construire cette reprise de souffle, on la construit. Et ça se construit dans le temps. J'ai pas de boule de cristal, je sais pas vous dire si ça va durer quelques jours, quelques semaines, ou si on est parti pour quelques mois, avec des constructions plus volatiles. Mais il faut s'y préparer. Et c'était mon but dans les précédentes vidéos, c'était de vous dire c'est haussier, point barre, mais il faut garder dans un coin de sa tête et il faut se préparer à ce retour de la volatilité, parce que quand il adviendra, il ne faut pas paniquer. Il faut avoir ses plans, il faut suivre ses plans, éventuellement être sorti de position en effet sur les plans qui sont caducs, avoir réduit au préalable, si vous sentiez que vous aviez trop de surexposition, avoir réduit au préalable les positions ou resserrer les stops, etc. Bref, il faut être préparé à rester réactif pendant cet été. Mais l'idée globale, voilà, c'est que le marché manque de souffle. Il manque de souffle déjà depuis plusieurs semaines. Et on avait pu parler ensemble qu'est-ce que c'est qu'un marché qui manque de souffle? C'est un marché qui continue de monter, mais avec de moins en moins d'actions qui le font monter. C'est-à-dire que c'est essentiellement les grosses pondérations de la cote qui continuent de monter, mais si on regarde 50, 60, 70% de manière beaucoup plus large l'ensemble de la cote, on se rend compte que les tendances sont largement en train de se dégrader. Et elles se sont d'autant plus dégradées cette semaine, même si on prend en compte le rebond du jour, qui est puissant, et qui va faire dire à beaucoup de personnes que c'est n'importe quoi, que voilà, c'était encore un coup d'épée dans l'eau, qu'il n'y a pas besoin de se faire du souci, ou peu importe. On se fait balader sur ça. Donc il faut arrêter, quand on est dans un marché qui commence à construire, et
Et pour moi, c'est un marché qui commence à construire, c'est un marché qui reste haussier dans sa tendance de fond, mais qui est à court terme, et je pense dans une construction. Et cette construction peut être plus ou moins volatile, et donc si vous regardez les séances au jour le jour, vous vous faites balader. Parce qu'un jour, on monte pour X, le lendemain, on descend pour X, et vous avez l'impression de vous faire complètement balader, et c'est tout à fait normal, mais il faut comprendre voilà, qu'il y a des marchés en tendance, et il y a des marchés sans tendance. Alors après, tout est question d'horizon de placement, d'horizon de temps. Parce que quand on parle aujourd'hui de construction, de consolidation, de marché sans tendance, on parle à court terme. Si on regarde à moyen terme et long terme, c'est haussier, point barre. Et donc tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est une reprise de souffle qui est saine, on ne parle pas, donc il n'y a pas de quoi parler de crack, etc. Alors bien entendu, vous aurez toujours un gars qui va vous parler de crack maintenant, et dans 3 ans, on reviendra et on se dira, bah ouais, en effet, c'était ce moment-là qui était le moment du crack. Mais dites-vous bien là, parce que j'ai vu les articles circuler avec des grands noms, c'est toujours les mêmes en règle générale, qui annoncent le crack. Dites-vous bien que ces mecs-là, ils annoncent le crack, certains sont de vrais investisseurs, et pensent et ont un bon pédigré derrière eux, en effet, d'annonce de crack. Mais quand on vous annonce le crack, ça ne veut pas dire demain ça se casse la figure et ça ne remonte plus jamais. La problématique, c'est le timing. Et la problématique, c'est pareil, c'est annoncer le crack, sortir du marché. Ils vous l'ont annoncé il y a 3 mois, ils vous l'ont annoncé il y a 6 mois, ils vous l'ont annoncé l'an dernier, ils vous l'ont annoncé l'année d'avant, etc. La problématique, c'est que si on écoute le premier mec qui annonce le crack et qu'on sort complètement du marché, il y a fort à parier que vous allez louper plus de potentiel de gains sur le marché que ce que vous auriez perdu à rester sur le marché et à vous prendre le crack dans la figure. Donc ça, c'est important de le comprendre aussi, c'est de comprendre la perte d'opportunité, qui pour moi est plus grave que la perte sèche. Je veux dire, vous avez vos plans, le marché touche votre stop, voilà, vous avez perdu temps. Mais par contre, écoutez un tel, écoutez un autre, la peur du crack, le truc, le machin, et du coup vous sortez toutes vos positions alors que vous n'avez pas de signaux de vente et vos plans ne sont pas caducs, vous avez plus de risques finalement de louper X% de gains que finalement, et c'est ça la perte d'opportunité, c'est de louper ces X% de gains alors que vous n'avez pas de raison, vous, de sortir de vos plans. Donc dites-vous toujours, c'est la personne qui m'annonce le crack, etc., qui il est. La plupart d'entre eux, c'est des investisseurs. La plupart d'entre eux, également, les médias déforment leurs propos. Ils annoncent des cracks ou des fins de bulles spéculatives sur des secteurs d'activité bien précis. Il y a d'autres secteurs d'activité qui vont plébisciter et qui sont à des niveaux de valorisation qu'on peut considérer encore corrects. Donc, dites-vous bien, c'est comme l'immobilier. On parle souvent, il y a un marché dans le marché. Donc là, c'est exactement la même chose. Vous avez le marché. Le marché, les indices sont des illusions puisqu'ils ont été, avec les années, surpondérés avec l'effet momentum dans une poignée de valeurs. Et aujourd'hui, vous avez cette illusion-là de marchés qui restent au perché, qui rebondissent, qui sont capables de baisser assez fortement, mais qui rebondissent également tout aussi fortement, mais parce qu'en fait, on est niché sur des valeurs. Si vous regardez l'ensemble de la cote, vous allez avoir un sentiment, à ce soir, beaucoup plus mitigé quand même sur la suite et beaucoup plus prudent que si vous ne regardez que les seuls indices où vous serez tenté de vous dire finalement il ne s'est rien passé cette semaine. Et en fait, quand on regarde et qu'on creuse un petit peu sur un ensemble de valeurs, il s'est passé beaucoup de choses et c'est plutôt du côté de la dégradation. Alors c'est toujours la même chose. Quand le consensus, on en avait parlé, mais quand le consensus commence, tout le monde commence à vous parler, c'est l'inflation, il faut vous protéger de l'inflation, il faut acheter tel truc, etc. pour l'inflation. Ouais, c'est toujours la même chose. C'était il y a 6 mois ou 9 mois qu'il fallait déjà préparer les choses et qu'il fallait déjà y être. Quand on vous parle de ça, en règle générale, voilà, moi j'aime bien tirer un coup d'avance et partir sur des hypothèses de travail. Donc l'hypothèse du travail, c'était la désinflation. C'était parler justement de la baisse des matières premières, de ce côté désinflationniste, c'est-à-dire que tout le monde s'est rué en même temps, etc. Le FOMO, le truc, le machin, pouf, on a le goulot d'étranglement, le déficit d'offres par rapport à la demande. Et puis, vous avez donc un maximum de demandes qui se seraient éclatées finalement sur plusieurs mois, qui se sont ramassées au même moment. Et donc c'est autant de demandes qui ne va plus se faire. Donc on va avoir à un moment donné une baisse des prix, une baisse de cette inflation. Quand on parle de désinflation, on parle toujours d'une inflation, mais on parle juste d'une progression de l'inflation moins forte que ce qu'on a connu sur l'effet, on va dire, soulagement.
Et maintenant, ce dont on avait parlé en hypothèse de travail également ces précédentes semaines, c'est de dire, voilà, maintenant on est sur des rails, croissance, etc. Et la seule chose donc du coup qui peut faire peur au marché à court terme, c'est justement d'avoir des peurs sur cette croissance. Est-ce que le Covid Delta, on va faire tout l'alphabet grec bien entendu, mais est-ce que le Covid Delta peut impacter cette reprise économique, et est-ce que également les pénuries qui durent longtemps, alors tout le monde parle d'une inflation temporaire, oui, certainement, mais une inflation temporaire avec des goulots d'étranglement temporaires, mais qui durent 6 mois, 1 an, pour une entreprise, c'est pas temporaire. Pour une entreprise, c'est des charges supplémentaires qui vont rogner ses marges, éventuellement. Donc la pénurie, moi je crois aussi que c'est temporaire, mais est-ce que ça sera suffisamment temporaire pour éviter que les entreprises en souffrent? Ça fait partie des hypothèses de travail, ça fait partie des choses auxquelles il faut réfléchir. Parce que le marché, il faut bien vous dire, qu'il digère les informations. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression que le marché se prend mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle, et on achète. Et en fait, à un moment donné, on n'a pas l'impression qu'il se passe plus qu'avant, hein, ou on n'a pas l'impression qu'il y a de nouvelles nouvelles, et le marché se met à baisser, et évidemment, tous les experts vous expliqueront que les raisons sont un tarpion, mais des choses qu'on savait déjà, hier, avant-hier, la semaine dernière, etc. Et donc c'est un phénomène de digestion également de l'information, et il faut penser en termes de paradigme. Quand le marché est dans un paradigme haussier, ben vous allez voir que la moindre bonne nouvelle permet de monter et que les mauvaises ne vous impactent pas trop. Parce que, qu'est-ce qu'on se dit? On achète les mauvaises nouvelles parce qu'on dit on va encore avoir du soutien du gouvernement, on va encore avoir du soutien des banques centrales. Par contre, dès qu'on commence à parler, voilà, les chiffres économiques sont bons, etc., là, on commence à avoir peur, justement, de la réduction des actifs des banques centrales, de la réduction des aides des gouvernements, etc. Mais là aussi, je veux dire, ce qu'il faut bien faire attention, c'est de prendre le recul nécessaire, parce que à court terme, sinon vous allez vous faire balader, parce qu'un coup le marché va avoir peur, parce que voilà, il va avoir peur du tapering, puis après il va être rassuré, parce que oui, il y aura du tapering, mais ça va pas être exceptionnel. On va certainement garder les petits trous arrière sur le vélo pendant très longtemps. Les taux, s'ils remontent, ils remonteront vraiment au conditionnel, et petit à petit, donc on restera dans un monde à taux bas, c'est juste qu'ils seront un petit peu moins bas, mais ils seront bas quand même, et les rachats d'actifs, etc., là aussi, ça va se faire certainement petit à petit. Je pense que la Fed a retenu la leçon de 2018, par exemple, où on avait essayé de retirer les petits trous arrière du vélo un petit peu trop rapidement, et au premier virage, on s'était cassé la gueule. Donc il avait fallu vite les remettre. Donc voilà un petit peu où on en est, et en fait, quand vous sentez que vous vous faites balader, ben, vous devez juste vous dire que le marché est en train de construire. Et cette construction-là, ça cassera par le haut ou par le bas, ça vous donnera la suite. Donc ça casse par le haut, on relance la tendance haussière, une tendance de fond, on relance, ça casse par le bas, on rentre dans une correction un petit peu plus durable. Mais on ne pourra pas encore parler de tendance baissière, ou de retournement baissier du marché, ou même de crack. Même de crack, je m'en fous. Un crack, la définition, c'est 30% de baisse. Je veux dire, vous avez certaines valeurs aujourd'hui, elles peuvent baisser de 30%, et ça ne remet pas en cause leur tendance haussière de fond. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait des hausses exponentielles. Donc il faut également réfléchir en termes de prorata et ne pas comparer ce qui n'est pas comparable. Une action qui a gagné 100%, si elle en perd 30%, elle ne remet pas en cause sa tendance de fond. C'est important. Donc on peut parler de crack, parce que ça a baissé de 30% selon la définition officielle du crack, mais pour autant, dans ma tendance de fond long terme, c'est toujours haussier. Les indices ont tellement grimpé en ligne droite également que vous pouvez avoir quelques mois de volatilité, et c'est de ça dont il faut se prémunir et de se préparer. C'est qu'éventuellement, le marché peut baisser de 10%. Il peut baisser de 10%, il peut le faire en plusieurs étapes, il peut le faire en one shot. Peu importe, il baisse de 10%, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que même en baissant de 10%, on parlera de correction, mais on ne parlera pas de retournement baissier des indices. Alors bien entendu, dès la moindre baisse, etc., il y a toujours tout le monde qui vous parle de crack, etc., parce que en termes de probabilité, c'est le meilleur moment pour vous parler de crack, parce que les probabilités sont augmentées, mais allez voir le pédigré des personnes, regardez, ils parlent de crack, la majorité de ces gens-là parlent de crack depuis 10 ans. Et puis la palme à Roubini, bien entendu, qui a eu raison une fois, mais il a eu raison avec 3 ans d'avance. Et donc, croyez-moi, quand vous êtes investisseur, avoir raison avec 3 ans d'avance, ben, vous êtes mort. Pour le reste du temps, il a toujours eu tort. Donc là aussi, en termes de perte d'opportunité, je veux dire,
Ah oui, vous pouvez avoir peur de perdre 50%. Honnêtement, aujourd'hui, la plupart des mecs qui parlent du crack, ils vous disent que vous allez perdre 50% du valeur de votre portefeuille. Le problème, c'est que si vous les écoutez, vous n'avez pas investi cette année, vous n'avez pas investi en 2020, vous n'avez pas investi en 2019. Aujourd'hui, si je perds 50% de mon portefeuille, je serai quand même positif par rapport au fait si je n'avais arrêté d'investir à partir de 2018, à partir de où tout le monde m'a dit, mets tout dans l'or et ça va être le crack et c'est la fin du monde. Voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle la perte d'opportunité. Donc n'écoutez que vous, s'il n'y a qu'un seul message et que vous vous rappelez de cette pub, n'écoute que toi et ça ira toujours mieux sur les marchés. Donc on va faire un petit peu de marché ce coup-ci. Donc au niveau du CAC 40, pour moi, c'est de la consolidation. Hein, la tendance reste toujours très propre. Ce dont je vous avais parlé, c'était les 5320 points. On est allé chercher les 5350. Il y avait un petit gap ici qu'on n'a pas refermé. Ou ouais, on l'a tenté, mais on l'a pas refermé entièrement. Où ça se joue à pas grand-chose. Donc là, on a une petite oblique, on a un bon rebond. Pour moi, on a quand même une faiblesse. Ça, ici, c'est une faiblesse, mais qui valide juste qu'on est dans une phase de conso. Donc c'est du zigzag, hein, on se fait balader là-dedans, et on attend que ça sorte. Ça sort par le haut, éventuellement, on peut se relancer vers les 6800 points. Et parce qu'en règle générale, hein, le marché va vomir au moment où vous y attendez le moins. Hein. Ici, tout le monde parlait de correction, même moins. Hein. Se dire, là, ça sent la correction un petit peu, bah, le marché se fait un malin plaisir. Ici, pareil, on parle de correction, etc. Même si le mouvement, pour moi, ici, est beaucoup plus dégradé que ce qu'il était là. Hein. Et du coup, les prochaines séances vont être très importantes, parce que si on ne veut pas dégrader, il va falloir très rapidement mettre un chandelier, comme on avait fait ici par exemple, ou ici, c'est-à-dire très rapidement mettre un chandelier au-dessus des 6600 points. Si on n'y arrive pas, qu'on continue à gesticuler et puis qu'on recasse à un moment donné ces 6420, 6430 par le bas, on validera la dégradation. Et là, qu'est-ce qui se passe ici? Ce zigzag, c'est tout simplement qu'il faut bien comprendre que vous ne retournez pas à une tendance haussière aussi facilement que ça à la baisse. Pourquoi? Parce que vous avez tout un momentum d'acheteurs. Et donc la moindre baisse est vue comme une opportunité d'achat par tous ceux qui ont loupé, qui veulent continuer, investir plus, aller chercher du levier pour essayer de rattraper ce qu'ils ont loupé, etc. Donc dès qu'on a des baisses un petit peu fortes, etc., on a ces côtés réactifs. Mais petit à petit, si on continue de dégrader, les acheteurs, ils perdent de la force dans leur rebond. Et ça, petit à petit, les chandeliers vont nous le démontrer. Et lorsqu'ils auront perdu trop de force, c'est là où il manque la contrepartie. C'est que les vendeurs vont commencer à prendre le dessus, casser des supports. Et le problème, c'est que comme les acheteurs auront tiré beaucoup de billes, beaucoup de cartouches, et auront épuisé beaucoup de cartouches à tenter de se maintenir la tête au-dessus de l'eau, lorsque les vendeurs vont casser les supports, ils n'auront plus suffisamment de cartouches pour tenir le marché. Et c'est là où vous avez ce risque de manque de contrepartie dans les carnets d'ordre, et vous pouvez le voir déjà sur pas mal de petites capes, et que ça peut creuser très rapidement. Et c'est ça, le risque aujourd'hui, pour moi, c'est pas un retournement baissier du marché, j'y crois pas. Le risque, c'est par contre un événement correctif de court terme qui peut se faire en mode zigzag, ça serait le moins normal, mais qui peut aussi se faire en mode j'ai plus de contrepartie et je vais creuser très bas très rapidement. Et ça, voilà, il vaut mieux prévenir plutôt que guérir. Et par contre, ça sera vecteur d'opportunité. Et c'est là aussi où avoir une poche de liquidité peut s'avérer intéressant si jamais ce scénario-là devait se valider. Maintenant, pas de boule de cristal, on va aviser au fur et à mesure. Donc au niveau du CAC 40, pour moi, on est dans une construction et une consolidation intermédiaire, donc une neutralisation. Neutralisation qui se redégraderait sous les 6420, 6430, avec cette zone, voilà, 6350 points, 6300 points. Et ou sinon, il y a cette autre zone qu'on avait beaucoup travaillé au printemps, qui est la zone aux alentours des 6150, 6200 points, qui est également une autre grosse zone où on peut penser qu'on trouvera des acheteurs. Si on va chercher cette zone-là, hein, j'en mets ma main à couper, vous allez avoir épaule, tête, épaule qui sera écrit partout dans le consensus. Peut-être que ça sera en effet la figure à privilégier. Dans la majorité des cas, c'est quand c'est visible de tous, etc. Ces figures ésotériques se valident rarement, mais bon, voilà, c'est
Ça fait partie des hypothèses éventuelles, mais il faudra éviter, je pense, de se laisser griser également par ce qui paraîtra évident pour tous à ce moment-là. Voilà, du coup, pour moi, c'est de la phase de temporisation. Donc après, ça dépend des profils, mais c'est des marchés dans lesquels, à moins d'être trader, d'être court terme et de faire les allers-retours et de profiter de cette volatilité, du coup, c'est pas à moyen terme, c'est pas un marché que je trouve intéressant parce que justement, il est pas mal zigzagueux. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est un marché dans le marché et il y a des secteurs d'activité et il y a certaines valeurs qui sont toujours dans de belles tendances haussières. Au niveau du Nasdaq, on est toujours haussier, là aussi, rien à dire, c'est haussier point barre. Là aussi, on a un petit peu de volatilité, hein, voilà, dès que ça baisse de 2-3%, on s'affole, mais il faut savoir d'où on vient. Donc on a gagné quasiment 2000 points en ligne droite, hein, personne s'est offusqué. Dès qu'on perd 2-3%, voilà, au prorata des 2000 points qu'on a gagnés, c'est rien. Aussi, il y a un truc qui me fait toujours sourire, c'est quand les médias titrent le Nasdaq a perdu 500 points, le Dow Jones a perdu 2000 points. Ça vous paraît énorme. Mais le Nasdaq aujourd'hui, c'est 15 000 points. Donc 500 points, voilà, ok, très bien. Et le Dow Jones, c'est 32 000, 33 000, 34 000 points, donc en perdre 2000, ok. Voilà, il faut relativiser. Moi, je me souviens aussi, à mes débuts, tout de suite, vous lisez les titres, le Dow Jones a perdu 2000 points. À l'époque, il allait 10 000 points. Donc là, c'était un petit peu plus sérieux. Mais là, aujourd'hui, plus les indices montent, etc., plus, voilà, il faut proratiser un petit peu les points dont on vous parle. Mais ça aussi, c'est toujours la même chose. Vous avez vu, de toute façon, la vitesse, vous perdez 2%, et la vitesse à laquelle les articles deviennent tous négatifs, pour les mêmes raisons pour lesquelles ils étaient positifs la semaine d'avant. Hein. Ça, c'est du classique, c'est la bourse. La problématique, c'est que l'erreur que l'on fait actuellement, c'est de vouloir trouver une logique, de vouloir trouver une rationalité pour expliquer la hausse ou la baisse chaque jour. Prenez du recul, prenez la tendance dans son ensemble. C'est-à-dire que pour moi, je veux dire, on aurait même baissé jusque-là, que ça ne m'aurait pas offusqué, et que pour moi, on restait haussier et qu'on faisait un pullback sur l'oblique. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, mais ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, vous êtes capable de perdre 500, 600, 700 points sur le Nasdaq, et ça ne change pas le schmilblick à moyen terme. C'est ça qui est important de comprendre. Peut-être qu'en effet, c'est le début de quelque chose, mais à aujourd'hui, c'est de l'anticipation, c'est trop tôt pour vraiment le confirmer. Ce qu'on confirme, là, c'est qu'on a un support à 14 500 points qui s'est validé, et donc ce qui va être intéressant, c'est de voir là la force des acheteurs ici pour continuer, et là, je veux dire, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, si vous suivez les vidéos, vous avez compris par rapport à ce dont on a parlé ces précédentes semaines, c'est-à-dire que pour lancer le bouquet final sur le Nasdaq, on avait besoin de deux récalcitrants, c'était Amazon et Apple, et ces deux récalcitrants, hein, depuis le mois de juin, donc ce sont les plus grosses hausses. Et donc là, ce que l'on voit, c'est les poussées, notamment de Amazon. Regardez les volumes, c'est pas anodin, donc c'est tout le monde qui s'agglutine sur les mêmes choses, et donc on se retire des petites caps, etc., qui n'ont pas beaucoup de contrepartie, et on va chercher de la sécurité sur les grosses caps. Et là, en l'occurrence, voilà, Apple et Amazon, vous voyez, hausse exponentielle. Donc ça, ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand vous avez une action qui passe de 120 à 145 euros, c'est pas une biotech aussi, bah, elle est capable également d'aller chercher 137. Ça fait 8 $ de baisse. Avec sa pondération sur l'indice, ça fait de la volatilité. Mais pour autant, même si elle devait aller chercher, vous voyez, cette zone des 135 $, bon, mais ça ne remettrait pas grand-chose en cause. Ça serait de la conso au prorata de la hausse en phase expo. Okay, par contre, si on commence à faire des trucs comme ça, là, ça devient franchement beaucoup plus dégradant. Mais à aujourd'hui, voilà, c'est totalement anticipé que de parler de ce type de scénario-là. Alors bien évidemment, si je vous dis c'est ça qui va se passer, ça se passe, grand gourou, etc. La problématique, c'est que derrière, je vais vous en faire 10 comme ça et je vais me planter 10 fois. Donc c'est toujours la même chose, de faire attention, d'être à la recherche du gourou, du mec qui ne s'est pas trompé les fois d'après. Il faut toujours dire que les mecs qui ne se sont pas trompés, les mecs qu'on estime comme gourous et qui ne se sont pas trompés les fois précédentes, on parle de 2 ou 3 occurrences. Statistiquement, ça vaut rien. Hein. Moi, ce que j'aurais préféré, moi, les mecs que je respecte le plus, c'est les mecs qui me disent quand acheter. C'est les mecs qui vous expliquent quels sont les moments pour acheter dans tous les cycles et dans également les intercycles. Voilà, ça, je trouve ça beaucoup plus balèze que de crier au crack, etc.
Au niveau du Brent, parce que là aussi ça fait couler pas mal d'encre, et je trouve le débat très intéressant, parce que le débat, on va y avoir droit, et c'est un débat géopolitique également. Donc, au niveau du pétrole, on a eu, vous le voyez, une petite attaque de consolidation. Au prorata également, on fait la remontée, mais pour moi aussi, ce que le marché valide là, c'est ça y est, on a atteint une phase de yo-yo, une phase de temporisation. Phase de temporisation, c'est sur le fait, ça a été pas mal. Donc on a monté au début parce qu'on s'est dit, chouette, l'OPEP, c'est pas entendu, donc ils vont pas augmenter la production. Donc du coup, l'offre n'augmente pas, donc j'ai toujours un déficit par rapport à ma demande. Puis après, on a commencé à jouer, à se faire peur pour le Covid, pour peut-être que le fait que, ok, la croissance, oui, mais si on a une inflation moindre, on a aussi un potentiel de croissance moindre. Et après, je pense que l'inflation, tous ces sujets-là, sont toujours la vision à long terme et sont toujours valables pour moi, mais ce sera des progressions plus linéaires. Mais donc, je vous avais montré dans une vidéo il y a 1 mois ou 2 mois, le projet et l'hypothèse, c'était de faire la sinusoïdale. C'était donc goulot d'étranglement, déficit d'offres, pénurie, etc., donc inflation, puis désinflation, et après, on remonte dans le scénario de base, mais de manière plus linéaire, en mode plus durable. Donc on est dans le second scénario. Mais après, vous avez ce que vous avez économiquement dans les statistiques et ce que le marché a anticipé. Et le marché, pour moi, il est avec 6 mois d'avance sur justement les mouvements qu'on pourra voir dans les statistiques économiques vécues par les entreprises, vécues par le consommateur, vécues par les opérateurs. Hein, parce que quand vous regardez le futur des prix des matières premières, vous avez déjà cette désinflation et vous aurez certainement derrière une reprise peut-être de manière plus linéaire après une phase de construction qui peut durer plusieurs mois. Et pendant ces plusieurs mois, ça peut être du zigzag. Un coup, on va vous dire c'est l'inflation, il faut se protéger de l'inflation. Un coup, c'est la désinflation. Et un coup, on va jouer à se faire peur. Et là, tous les secteurs baissent en même temps, même la tech, etc. Un coup, on va jouer à se faire peur de dire ouh, mais avec tous les milliards qu'on a mis sur la table, la croissance est forte, mais elle ne va pas durer, et on va retomber dans la déflation, dans le risque de croissance molle avec déflation, tous les risques, tous les trucs avec lesquels on jouait à se faire peur il y a 2 ans, avant le Covid. Et là, par contre, là, c'est une peur sur la croissance, et là, ça impacte tout le monde. On ira plus sur les valeurs défensives à ce moment-là. Donc vous avez compris un petit peu les différentes hypothèses et on va les jouer tour à tour. Mais à long terme, vous avez le cheminement de fond, mais en intercycle, on va jouer là-dessus. Donc le problématique, c'est que si vous êtes investisseur actuellement, vous ne pouvez pas avoir des œillères et vous ne devez pas regarder ce que fait le marché au jour le jour, sinon vous devenez fou. Parce qu'un coup on joue l'inflation, un coup on joue pas l'inflation, etc. On devient fou. Donc au niveau du Brent, ce qui va être intéressant, c'est que les prix sont très élevés, évidemment, et vous avez 2 camps au niveau de l'OPEP. Vous avez le camp de ceux qui veulent maintenir finalement la production basse pour maintenir les prix élevés, et donc ils font beaucoup de cash avec ça. Et ce cash-là, eh ben, on le sait déjà, hein, le Moyen-Orient, ils n'ont pas attendu cette année hein, pour savoir que ils étaient sur quelque chose de tarissable et qu'ils ont besoin de diversifier leur économie pour préparer l'avenir. Et donc ils veulent emmagasiner un maximum, mais ce faisant, éventuellement, comme la transition énergétique se fait de plus en plus rapidement, il y a quelques pays exportateurs qui commencent à avoir peur de se retrouver finalement dans quelques années à avoir encore pas mal de réserves, mais ne plus avoir de clients à qui les vendre. Et donc du coup, qui sont plutôt intéressés pour lâcher les vannes et produire au maximum à la toc, quitte à faire baisser les prix, mais tout vendre, tout simplement. Donc là, voilà, vous le voyez, c'est-à-dire que quand structurellement, etc., on sait qu'à long terme, les prix du pétrole vont augmenter parce que c'est pas demain la veille qu'on a la transition énergétique, on a eu des désinvestissements depuis 2014, hein, on n'a pas attendu le Covid, etc., donc on sait que structurellement, on a un déficit d'offres par rapport à la demande, par rapport à la croissance énergétique, par rapport à la croissance de la population mondiale, par rapport à la croissance des classes moyennes, etc. Mais au-delà de ça, à court terme, il faut que vous intégriez également que le marché peut jouer des scénarios intermédiaires. Et il peut jouer ce scénario que, attention, si l'OPEP décide de nous noyer sous le pétrole pour écouler tout leur stock, etc., à court terme, vous pouvez avoir un mouvement, mais qui ne remet pas en cause
le scénario de déficit structurel long terme. Mais par contre, ça va vous faire mal dans le portefeuille parce que vous allez vous dire, qu'est-ce que j'ai mal compris? Qu'est-ce que, du coup, être en doute, vous prendre des moins 20, moins 30% sur des valeurs pétrolières, parapétrolières, etc. et vous dire, bon, ben, je suis passé à côté de quelque chose. Et potentiellement, non. C'est juste que le marché est une bête qui va intégrer des choses à court terme dans un mouvement plus global à long terme. Le mouvement global à long terme, il est toujours haussier, mais pour moi, si le pétrole fait un truc comme ça ne me choquera pas et je serai toujours haussier pétrole long terme, mais par contre, j'intègre qu'à court terme, il peut dégrader. Et donc, je l'intègre aussi dans mon portefeuille. J'ai un portefeuille long terme, j'ai un portefeuille plus dynamique. Voilà, je ne vais pas rester sur des positions pétrole, sur mon portefeuille dynamique par exemple, où je vais dimensionner mes positions au fur et à mesure. Donc pareil, quand vous regardez les taux, pour moi ce qui est très important sur les taux, alors j'ai fait des jolis dessins pour l'académie, mais ce qui est important de retenir sur les taux, c'est que c'est toujours la même chose, c'est qu'ici tout le monde est en train de vous parler de détente des taux dorénavant, sauf que là, ce que l'on voit graphiquement, c'est qu'on est arrivé sur résistance. Donc on va avoir une construction intermédiaire. Et si on relâche cette construction intermédiaire par le bas, on recommencera à avoir peur à ce moment-là d'être cette tension sur les taux. Et attention, cette tension sur les taux, à un moment donné, ça peut être une relation d'offre et demande également, où on va revenir sur les obligations. Hein, on revient chercher de l'obligataire, etc. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut faire attention, c'est que les hypothèses de travail et les membres de l'équation dont on avait discuté ces dernières semaines changent au fur et à mesure. On intègre des nouveaux membres à l'équation globale. Au niveau de l'or, ça ne fait pas grand-chose, ça construit. Alors là aussi, on peut nettoyer le graphique pour y voir un petit peu plus clair. Mais en gros, hop, bon, vous voyez, la nature fait bien les choses. C'est que j'ai cliqué un petit peu partout et finalement, ce qui est resté, c'est ce qui est le plus important de comprendre. C'est qu'en gros, entre 1700 $ là et 1950 $, à long terme, enfin à moyen long terme, ça dépend, je regarde en journalier, si on regarde en hebdo, c'est différent. Mais ici, on va dire que c'est neutre. Donc soit ça casse par le bas, et là, on commence en effet un petit peu à travailler des ranges beaucoup plus long terme, et ça peut durer des années. Et donc si vous avez de l'or en coffre, etc., tout ça c'est des coûts de maintenance, etc. Donc ça se calcule, hein, évidemment, quand on fait ce genre d'investissement pour le très long terme, et qu'on fait du physique, par exemple, ce qui pour moi c'est intéressant dans un biais de diversification, mais bon, le papier quand même est toujours intéressant. Et là, ce que l'on a sur l'or, c'est à court terme un petit retour en mode rebond. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est de prolonger ce rebond-là et d'aller au-delà des 1850 $. Et là, ça nous permettrait de nous remettre un petit peu, toujours dans la figure, donc toujours assez neutre dans cette figure de congestion, vous le voyez en triangle symétrique, hein, tac, tac, mais de nous remettre sur le haut et donc de tenter de rejouer le break. Donc ça demande encore quelques séances pour se valider, mais en gros, ici, on est dans une phase de neutralisation. Ça recasse par le bas, on repasse dans un mode attente, ça casse par le haut, on se remet dans des bonnes dispositions. Au niveau de l'argent, même chose, c'est plutôt neutre. Donc pour moi, voilà, je le verrai toujours dans cette figure en triangle ascendant, mais sinon c'est plutôt neutre, et à court terme, on a un léger mieux, mais ce qu'il faudrait, vous le voyez, c'est redéborder cette zone des 27 $. Voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler. Je m'étais fait quelques notes, mais en gros, c'est pour ça. Voilà, je voulais vous expliquer le pourquoi du titre. C'est toujours pareil, parce que sinon il y en a toujours qui disent que voilà, c'est toujours des titres qui font peur, mais il faut écouter le contenu aussi, c'est important. Voilà, sinon, on aura pas mal de résultats semestriels sur les sociétés, sur le courant du mois de juillet, donc ce qui peut encore continuer de rassurer le marché, puisque ces résultats seront très certainement bons, puisqu'on sait que le premier semestre est très bon, mais le marché va vouloir très certainement commencer à penser à l'après. Et l'après, c'est toujours un monde en croissance. Hein, si on met le delta de côté, on ne sait pas à quelle sauce on sera bouffé en septembre éventuellement. Mais si on met le delta de côté, si on met de côté également le fait que, voilà, pour l'instant,
même si les contaminations repartent à la hausse, ce que l'on constate, c'est qu'on n'a quand même pas de surcharge dans les hôpitaux parce que les cas sont moins graves et que donc, vaccinés ou pas vaccinés, on a quand même une sorte d'immunité qui permet au moins aux cas graves d'être réduits. C'est déjà bien. Et donc du coup de ne pas pousser les politiques peut-être à faire du reconfinement pour ne pas protéger, pour ne pas avoir besoin de protéger, on va dire, la surpondération des hôpitaux. Donc on verra ça, voilà, on n'en sait rien, mais on verra un petit peu comment ça fonctionnera. Mais ça fait partie des impondérables. Mais maintenant, le marché a quand même bien pricé le risque Covid. C'est juste évidemment à court terme, on a pricé énormément de la croissance, énormément des chiffres fabuleux, et ils seront fabuleux. Ce que le marché peut commencer à pricer peut-être dans les semaines et dans les mois à venir, c'est que les chiffres vont continuer d'être bons, mais ils seront peut-être moins, et c'est comme la désinflation, ils seront moins fabuleux. Il va falloir s'attendre aussi à ce qu'à un moment donné ou à un autre, les entreprises arrêtent de casser trois pattes à tous les objectifs du consensus. À un moment donné, c'est rare, en règle générale, ils se plantent toujours, mais à un moment donné, ils vont un petit peu moins se planter. Voilà, on peut regarder l'euro-dollar également, qui est revenu dans une certaine neutralité à long terme, mais dans une force du dollar à court terme. Là, on a une réaction, vous voyez, là aussi je peux faire du nettoyage, mais ce qui m'intéresse ici, hop, voilà, c'est ça en gros. Donc j'ai deux niveaux qui m'intéressent ici. Alors pour moi, c'est le support oblique ici, et donc l'évolution du dollar, vous le voyez, là aussi, on a le renfort du dollar. Tout de suite, il y a des gens qui disent, bah voilà, le scénario, c'est pas la baisse du dollar, c'est pas le crack du dollar, etc. À long terme, je sais pas, peut-être encore. Là, le scénario, c'est que la tendance, elle est haussière pour l'euro, la tendance de fond. Par contre, à moyen terme, on a dégradé en repassant sous les 1,20. Donc en étant sous les 1,20, on reste dans la figure en triangle ascendant, on tient le support oblique, on tente le rebond, mais on reste sur le bas de la fourchette. Donc ça veut dire que le dollar reste fort. Si on casse par le bas, d'autant plus, bien entendu, je ne vais pas faire une la palissade. Ce qui nous intéressera surtout, c'est donc de repasser au-dessus des 1,20 pour se remettre dans la partie haute du triangle. Et donc là, voilà, reparler un petit peu de la faiblesse du dollar, mais qui ne sera réellement faible et validera un signal de tendance vraiment faible, durable, que sur la cassure à la hausse ici, vous le voyez, de cette zone des 1,23, 1,24. Donc la figure est encore longue, donc vous voyez que voilà, c'est là où je vous dis aussi, il faut faire attention au timing et à votre horizon de placement, parce qu'en fonction de ça, je veux dire, ça ne sert à rien aujourd'hui de vous dire si vous avez des positions pour le moyen terme et que vous n'êtes pas capable de soutenir, de vous planter et de vous prendre moins 10 ou moins 20% dans la figure, ça ne sert à rien de soutenir des thèses long terme. Ça ne vous sert à rien puisque à court terme, vous allez être très frustré, vous n'allez pas réussir à les tenir. Donc il convient d'avoir cette hypothèse de long terme, mais également de travailler l'intercycle. La problématique, c'est que la plupart des gourous, évidemment, vous donnent le long terme. Le timing est toujours en pâture. Et ça, pour l'investisseur, c'est le principal, parce que vous pouvez avoir raison. Le cimetière des investisseurs est blindé de mecs qui ont eu raison. Soit trop tôt, soit trop tard. Voilà, on peut regarder quelques actions, mais globalement, cette semaine, c'était vraiment le point qui me semblait important à vous faire. Et pour moi, ce qui était important également de vous dire, c'est de regarder quelques valeurs. Donc quand on regarde quelques valeurs, voilà, vous regardez le luxe, etc., et des petites consos qui se font, ben, c'est rien du tout, bien entendu. Mais quand on regarde d'autres valeurs, un peu plus value, ADP et compagnie, ce que l'on ressent, alors on ne parlera pas du Covid, etc., mais vous avez beaucoup de valeurs qui sont dans cette zone de temporisation là très neutre maintenant. C'est-à-dire qu'on avait de bonnes tendances, des breaks qui n'ont pas fait long feu, on réintègre, et là maintenant on fait du rebond technique, mais vous le voyez, on est coincé entre une zone de support là aux alentours des 105 et une zone de résistance qu'on peut définir entre les 117 120. Et ça pour moi c'est très neutre et c'est très typique de mon ressentiment du marché en hypothèse de travail depuis quelques semaines, c'est-à-dire qu'on rentre dans un marché qui n'est ni haussier ni baissier pour l'instant, mais qui rentre dans une phase de temporisation et de zigzag. Ça casse par le bas évidemment là
il faudra être méfiant et entrevoir une correction plus poussée, plus durable. On recasse par le haut, vous relancez la tendance haussière. Mais ce qu'il faut prendre en compte en scénario également, c'est que vous pouvez avoir, voilà, on ne sait pas, du zigzag, ça peut durer quelques semaines, ou ça peut durer tout l'été. On peut se retrouver dans une espèce de squeeze, là, congestion et du zigzag. Et ça, pendant ce temps-là, si vous n'êtes pas trader de court terme, mais que vous êtes moyen terme, et que vous regardez tous les jours, etc., ça peut être une période très frustrante. Donc il faut faire attention là, de bien mettre en adéquation votre profil avec l'horizon de temps et ce que vous regardez sur les marchés au jour le jour, pour pas vous faire balader, hein, parce que sinon vous allez dire c'est n'importe quoi, un coup on gagne 3%, on en perd 2, le surlendemain on en regagne 3, etc., on devient fou. Voilà, sinon on voit au niveau de matières premières comme Eramé, ça va toujours très bien, hein, donc on s'est même payé le luxe aujourd'hui de breaker la zone des 58,50 €. Maintenant il y a encore du boulot, hein, mais ça fait partie des tendances, voilà, vous le voyez, où là par exemple, ce qui m'intéresse dans cette valeur-là, c'est que typiquement, vous voyez une valeur qui depuis mars en fait, est dans la construction. Globalement, on est au même niveau de prix depuis 3 mois, mais par contre, vous voyez la volatilité que vous avez. Alors c'est Eramé, c'est une action qui est volatile par essence, mais c'est pour vous préparer également, c'est surtout pour les débutants, etc. C'est vous dire, voilà, c'est le genre de choses qui peut arriver, et dans 3 mois, 6 mois, vous avez des valeurs qui peuvent être au même niveau, mais par contre, vous avez eu de sacrées variations quand même entre. Euronav également, on a cru au break, et puis pouf, mèche haute, et on retombe, on réintègre et on retombe sur le support. Donc c'est toujours assez moyen, j'aime toujours moyen ça, même si ça reste encore dans la figure. CGG, hein, on n'a pas attendu le profit warning, ce que l'on voit c'est qu'on n'a pas attendu le profit warning pour faire, vous voyez, la descente en ligne droite. Alors à un moment donné, à un autre, vous allez avoir un rebond au prorata, mais c'est avant que ça redevienne moindre risque, CGG, il y a du boulot, là aussi. Claranova aussi, voilà, là aussi faites attention aux dossiers qu'on peut croire comme propres, solides, etc. fondamentalement. Graphiquement parlant, on voit qu'on a beaucoup de dossiers quand même qui sont à la peine. Claranova, c'est peu de le dire. Donc pour moi, c'est toujours la même chose, c'est toujours cette zone des 7,30, 7,50 qu'il faudrait dépasser. Mais une nouvelle fois, on fait des tentatives et tout de suite après, on galère pour faire ces tentatives-là. Et ensuite, en 1 ou 2 séances, on casse cette tentative-là avec pas mal de vendeurs. Donc ça rame. Voilà, j'apprécie de moins en moins. Plus ça dure en plus, ce ramage, moins j'apprécie. Donc là aussi, il y a toujours le biseau descendant, on est toujours dans la figure, mais ça fait partie. Je vous montre des configurations que vous allez retrouver sur beaucoup de valeurs. Là aussi, voilà, il faut être prudent. Il faut faire attention le jour où ça casse par le bas, parce que, bon, il y a encore un support là en mode dernier rempart sur cette zone des 6,30, mais typiquement, c'est ces petites valeurs-là, si jamais le marché se met à prendre peur, c'est ces valeurs-là où vous allez vous retrouver très rapidement avec des carnets d'ordre très secs, et donc des vendeurs, pas d'acheteurs, et donc ça peut creuser très rapidement. Donc faut faire attention c'est là où il faut faire attention à sa gestion du risque, c'est de voir si on n'est pas trop surpondéré sur des valeurs qui ont ce risque justement de manque de contrepartie, où très rapidement on peut se retrouver à vouloir vendre, mais à être trop gros par rapport au carnet, et donc à prendre une décision de soi-même creuser le carnet. Ça, après, c'est pas pour tout le monde. Au niveau du Crédit Agricole, donc des bancaires également, on en avait parlé donc le week-end dernier, il me semble. C'était cette petite congestion qui était assez négative, hein. Et donc ce que l'on a, vous voyez, c'est la cassure par le bas, une réaction sur support ici avec mèche basse, et une réaction au rebond. Mais ce rebond, et c'est pour beaucoup de valeurs qui restent encore dans des tendances haussières de fond, mais ce rebond également est à prendre avec des pincettes, parce que c'est un bon rebond, mais qui ne remet pas en cause la phase de consolidation actuelle. Donc, ça peut encore zigzaguer pas mal de temps, mais voilà, le truc c'est qu'on peut se mettre à avoir une construction de figure, et ça peut prendre du temps. Donc là aussi, si vous êtes au jour le jour, si ce qu'on construit là, ça prend des semaines, vous allez beaucoup vous frustrer à regarder au jour le jour ce que ça fait. Tout ce qui est important ici de comprendre sur Crédit Agricole, c'est que tant qu'on ne revient pas au-dessus des 12,15 €, on ne se remet pas dans des bonnes dispositions pour rejoindre un break haussier. Là, les probabilités sont contre vous quand même. Donc les probabilités sont que, vous voyez, on est dans des tendances haussières de fond, donc c'est-à-dire que chaque baisse est vue comme une opportunité, donc on trouve des acheteurs pour rebondir. Pour autant, la force des rebonds
ne sont pas à la mesure des baisses, et donc en fait, les acheteurs tirent des cartouches, mais pour autant, à ce stade en tout cas, n'arrivent pas à renverser les vendeurs. Donc ils se fatiguent, c'est ce que j'appelle la fatigue, petit à petit, ils tirent des cartouches, ils se fatiguent, et à un moment donné, quand on va lâcher les supports, ça peut lâcher plus rapidement, parce que les acheteurs auront tiré leurs cartouches avant, et donc seront en manque de cartouches quand ça sera vraiment important de défendre le défendable. Et c'est là où vous avez la capitulation, c'est quand vous avez un support important que vous n'arrivez pas à défendre, donc une base importante, et que vous êtes obligé de vous retirer. Et donc vous capitulez, donc vous êtes obligé d'abandonner des troupes, d'abandonner des positions, vous avez des appels de marge, etc. Vous êtes obligé de sortir des positions, etc. Et c'est là où ça creuse les carnets d'ordre, et c'est là où vous pouvez avoir des mouvements beaucoup plus volatiles. Voilà, sans savoir si ça va arriver ou pas, ou si on va juste se faire une consolidation à plat, tranquille, je pense que c'est mon rôle quand même de vous inviter à intégrer ce scénario-là pour votre propre gestion du risque. Le but, c'est pas de l'anticiper, le but, c'est d'anticiper dans votre préparation, pour que si ça arrive, vous êtes prêt, vous êtes réactif du coup, parce que vous étiez préparé dans vos ordres, etc. Et on voit qu'au niveau des valeurs défensives, pour l'instant, ça ne se bouscule pas trop au portillon, hein, puisque sur Orange, par exemple, on a cassé par le bas, et donc on a cassé un petit peu la dynamique, même si on reste dans une dynamique avec une figure plus longue. Donc là aussi, qui dit figure plus longue, dit avant de prendre une décision, ça peut, vous voyez, zigzaguer pendant des semaines, des mois. Donc là aussi, ce qui est important pour moi dans ce marché actuel, c'est de ne pas se précipiter et de vraiment comprendre, voilà, que ce qui peut être vraiment important, c'est de garder une poche de liquidité pour pouvoir voir venir éventuellement. Voilà. Et après, bon, il y a beaucoup de valeurs qui sont spéculatives, comme Poxel par exemple, etc., mais qui étaient dans des configurations qui étaient pas mal. Et là, ça dégrade franchement, quoi. C'est pas beau. Alors, il reste encore des supports, mais c'est des dégradations qu'il faut prendre au sérieux. Donc, il faut faire attention par rapport à tout ça. Et après, bien intégrer l'illusion des indices avec des valeurs surpondérées au sein des indices qui, certes, consolident également, font des bons rebonds, on le voit. Sur des supports, on voit LVMH est allé chercher les 630 dont on avait parlé, fait un bon rebond dessus, mais pour autant, pour moi, on reste à court terme dans une neutralisation. Et si on lâche ce support-là, c'est là où il faut faire attention à la volatilité. Après, ça peut aller beaucoup plus vite. Et là, évidemment, épaule, tête, et puis on verra, si vous avez un truc comme ça, qui fait comme ça, tout le monde va crier à l'épaule, tête, épaule, sans savoir si elle se réalisera ou pas, mais ça fera partie des scénarios, évidemment, pour continuer à vous faire peur, etc. Voilà, donc pour ce soir, je ne veux pas rentrer dans 36 000 configurations, etc. Il y a des valeurs qui sont intéressantes, il y a des valeurs qui deviendront intéressantes. Peu importe ce que fait le marché, il y aura toujours des opportunités. Ça ne sert à rien de se précipiter. Je pars du principe que pour moi, un investisseur, la compétence la plus importante, c'est de savoir quand s'exposer au marché et quand moins s'exposer. Je ne parle pas de ne plus s'exposer du tout et de sortir complètement du marché. Ça, c'est très compliqué. Et on aura des pertes d'opportunités à le faire, puisqu'on n'a jamais le bon timing. Ou si on l'a une fois, les 2-3 fois d'après, on l'a pas, et c'est des pertes d'opportunités. Mais c'est vraiment, voilà, de savoir quand on est bien disposé pour se surexposer parce qu'il y a des tendances moins de risque, etc. Et quand ça commence à se dégrader, et où c'est mieux de se dire, bon, j'ai potentiellement des rebonds court terme, je peux me faire plaisir, mais j'ai pas de quoi surpondérer, j'ai de quoi garder des liquidités parce que s'il y a des bons dossiers que j'aime bien, etc., qui reviennent sur des niveaux de prix intéressants, bon, je vais me faire plaisir. Mais surtout, voilà, c'est de me dire, je ne risque pas, je ne me mets pas en sur-risque par rapport également à mes plus-values ou à mon capital de début d'année. Hein. C'est avant tout savoir quand il faut être offensif
et savoir quand tactiquement il faut jouer un peu plus défensif. Et vous le savez, depuis quelques semaines, je joue, alors pour des raisons qui me sont propres en termes de contraintes de temps, d'environnement, etc. Mais ça fait partie du jeu, il n'y a pas que la tendance dans la vie, il y a notre tendance à nous aussi. Mais voilà, il faut savoir être plus défensif parfois. Et donc, je pense que je pars du principe que lorsqu'on doit être défensif, en fait, il faut considérer que le fait de conserver sa performance, c'est comme une performance en tant que telle. De ne pas redonner au marché. Quand le marché baisse, c'est une performance. Hein. C'est pas... Les gens voient toujours qu'il faut toujours gagner, gagner, gagner. Ne pas perdre dans un marché qui baisse, c'est une performance en soi. Je vous quitte sur ces bons mots. N'oubliez pas voilà, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le pouce en l'air, le j'aime également. Ça me motive à continuer, à vous faire ce type de vidéo-là. Ça permet également de faire reconnaître le travail. N'oubliez pas également de partager la vidéo sur les réseaux sociaux, etc. pour aider peut-être d'autres investisseurs. Et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai pas fait beaucoup de valeurs ce week-end. J'en ferai certainement le week-end prochain, j'en ferai plus le temps que ça se décante. Parce que voilà, là aussi, ça sert à rien d'aller à la pêche quand c'est important d'attendre les quelques chandeliers qui nous manquent pour en avoir un avis un petit peu plus tranché. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez, même si c'est que pour un coucou. Je vous dis à lundi sur graph-bourse.fr pour commenter cela au fur et à mesure ensemble. Excellent week-end une nouvelle fois les graphes. Je vous retrouve dans les commentaires. Salut!